Buonasera a tutti, ringraziarvi di ritrovarci a Via Stella per questo appuntamento settimanale che tratta di l'attualità. Questa sera Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Salut. Jérôme Paul, Parole de Corse. Bonsoir à vous. Et puis notre invité Antoine Aiello. Bonsoir Antoine Aiello. Vous êtes directeur du pôle scientifique de recherche Stella Mar et tout récent lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS, une récompense unique en Corse et qui valide le travail de recherche et de développement que vous avez réalisé avec votre équipe. Alors vous nous expliquerez dans un instant l'importance de vos travaux et leur traduction, y compris en termes économiques. Mais d'abord, l'actualité de la semaine, et c'est d'abord cette double visite ministérielle de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé entre autres du tourisme, visite d'apaisement, en tout cas dans la forme, chacun prenant soin de reconnaître l'autre. On écoute ce propos, les déclarations de la ministre Jacqueline Gouraud. J'insiste bien sur le fait, négociation avec les grandes villes, les agglomérations et les intercommunalités, et également en parallèle avec la collectivité de Corse sur ses compétences, sur les grandes infrastructures, etc. Patrick, on met un peu d'huile dans les rouages pour éviter les grincements et les blocages, ou alors est-ce que ça va plus loin ? Je ne sais pas si ça va plus loin, à mon avis non. La ministre a tout simplement ménagé la susceptibilité de la collectivité de Corse et de Gilles Simeoni. Ce petit déjeuner lundi matin était très scénarisé, c'est une mise en scène. Alors le dimanche, nous avons un article dans Corse Matin où Gilles Simeoni se plaint qu'il n'a pas été associé à la discussion sur la répartition du PTIC, le plan de transformation de l'énergie et d'investissement de la Corse. Et puis le lendemain, tout est réglé. Comme par hasard, on associe la CDC à ces discussions alors qu'il n'y a plus d'argent dans le PTIC. Il y avait 550 millions d'euros, si j'ai bien compris. 150 sont allés à Ajaccio, 110 à Porto Vecchio, 140 à Bastia, 40 à Bonifacio, sans oublier Corté. Donc il ne reste plus rien. Associé à quoi? Tout a été distribué et tout a été dispersé. Il y a une dimension politique assez visible, parce qu'il y a Marlène Schiappa qui vient, et puis là on a encore deux visites ministérielles. Ça fait partie des balades ministérielles qu'on a dans toute la France, mais quand tu dis tout est réglé, je ne sais pas, il faut bien écouter ce qu'elle dit, la ministre. Elle dit la région sera associée dans le cadre de ses compétences et pas plus associé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu décides. J'ai dit que donc si c'est juste se retrouver à la table pour écouter ce qu'a décidé l'État. Parce que moi je pense qu'on reste dans la logique de ce qu'on appelle la déconcentration aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'État et le préfet par son représentant qui décident, qui décident de dire on donne tant à Bastien, on donne tant à Ajaccio, on donne tant à tel endroit, etc. etc. Mais c'est eux qui ont la main aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que les nationalistes soient vraiment autant associés que ça. J'ai dit que c'était de l'habillage, que rien n'a changé. On ne résout pas un tel problème dans la nuit de dimanche à lundi. Même si la nuit souvent porte conseil. Comment est-ce que vous jugez ces visites ministérielles à répétition, Antoine Aiello? Écoutez, moi j'essaye de les regarder à travers le prisme aussi de ce qu'elles concernent le champ scientifique, le champ de l'université, etc. Pour l'instant, l'université est en phase de négociation et les choses ne sont absolument pas arrêtées. On n'a pas de lisibilité. Donc, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une Comcom, ce n'est pas une comité d'agglomération. Mais j'espère que dans ce domaine-là, toute la dimension liée au territoire et à la formation des hommes et à la société de la connaissance sera prise en compte. Pour l'instant, je ne les vois pas. Vous entrez dans le cadre du plan de relance ou pas? Alors, nous, on rentre partiellement dans le cadre du plan de relance. Au niveau national, on répond à un PIA, le PIA 4 dans le cadre du plan de relance national, et on va faire l'université rentrer vraiment dans une logique de projet avec un projet à 10 ans. Donc oui. Ensuite, la dernière visite de la ministre, on peut quand même souligner qu'elle a annoncé très clairement l'achat d'un terrain pour lequel on bataille depuis plus de 2 ans. Et elle a annoncé officiellement que l'achat du terrain qui jouxte le terrain de l'université à Stella Mar pourrait être acquis par l'université. Si je peux rajouter un mot, ces visites ne sont pas étrangères non plus aux élections de juin prochain, les territoriales d'une part, et ensuite, moi, je trouve qu'elles révèlent 2 contrastes. D'abord, un contraste entre les propos du président de l'exécutif en janvier et aujourd'hui. En janvier, c'était le temps béni des colonies. C'était on sait d'où on vient, on sait où on va.
donc des mises en garde. Bon, là, Gilles Simeone était satisfait de sa visite. Il a salué l'ampleur de l'investissement de l'État en Corse. Bien, c'est bien, satisfait. Et ensuite, autre contraste, c'est entre ses propos et ceux de Jean-Guy Talamone qui parle de flânerie et de mondanité. Et de simulacre de dialogue. Sur le fond, les choix économiques, ce PTIC, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que c'est vrai que, bon, il y a des promesses d'argent. On verra si l'argent viendra. En tout cas, il y a des promesses d'argent. Mais les choix économiques, qui sont quand même très ciblés. Les aéroports, on donne un petit peu à Bastia, on donne un petit peu à Porto-Vecchio, un petit peu à Ajaccio. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une stratégie globale de développement là? Je pense que c'est quand même plus sur des projets structurants si on fait l'analyse par rapport la couverture du stade de Fourian et oui, mais par rapport le téléphérique d'Ajaccio. Non, mais il y a des réhabilitations d'écoquartiers, il y a quand même des... Et puis c'est aussi aux communes et aux collectivités de proposer des projets. Ceux qui proposent les projets, je pense que ce sont les collectivités qui les proposent après. Oui, ben ça, le maire va être content de l'argent qu'il reçoit. Non, mais à eux de proposer des projets qui soient structurants aussi. Et dire, plutôt que de faire une piscine, peut-être que j'ai intérêt. C'est peut-être pas le rôle des maires, ça, le projet structurant. Mais je pense que c'est quand même territoriale. axé sur des projets structurants, si on fait une analogie par rapport au pays où il y a eu un vrai saupoudrage et à la fin, rien du tout. Moi, je pense qu'il y a une avancée. Ça y ressemble quand même furieusement. Il n'y a rien sur l'eau, il n'y a rien sur les transports. Mais vous voyez, par rapport à ce que vous dites, quand on prisme à travers, par exemple, des collectivités comme les mairies, elles ont leur rôle, pas de problème. Par exemple, l'université sort du scope. Et on apparaît au milieu d'une visite avec le maire de Corté. C'est très bien, on a d'excellentes relations avec le maire de Corté, c'est pas le sujet. Mais à un moment donné, cette vision un peu plus globale où le projet stratégique, je parlais d'une société de la connaissance, c'est un choix, ça se fait pas. Il peut être partagé avec l'État aussi. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que l'établissement universitaire et tant d'autres deviennent au centre du jeu. Or, ils sont pas dans le scope. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation hiérarchique quasiment de l'État jusqu'au maire. Et c'est pas l'alpha et l'oméga, que ce soit un pan. Mais qui porte la responsabilité de ce manque de vision, de distance? C'est l'État, ce sont les collectivités? Ça, je pense que c'est un choix qui appartient à 100% à l'État. C'est à lui de définir, c'est lui qui définit le cadre, les règles et les choix qu'il fait. Et ses interlocuteurs, en effet. Mais on structure effectivement des communes ou des communautés de communes, mais il n'y a pas de vision globale sur l'ensemble de la Corse en disant on va structurer la Corse globalement. Moi, c'est ce que je ressens. Après, bon, échappé à personne la relation et les tensions qu'il y a entre la collectivité et le pouvoir centrale, mais je veux dire, à un moment donné, cette vision globale, elle peut être partagée. Pourquoi cette satisfaction du président de l'exécutif? Ça, je sais rien. J'ai pas fondamentalement, il faut lui poser la question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par le passé, moi, j'ai eu à négocier avec des ministres qui étaient plutôt connus pour être même parfois désagréables, à l'issue d'un accrochage, en l'occurrence, je parle de Nicolas Sarkozy, au bout du bout, en tant que ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, il a aménagé le territoire et on a mis hors norme l'université. Et j'ai l'impression que tout cet étage-là de discussion, c'est pas parce que c'est l'État et la collectivité, il n'y a personne qui est omniscient, mais si à un moment donné on n'arrive pas à mettre en convergence, et c'est, je pense, un des soucis que vit la Corse aujourd'hui, avec une vision d'ensemble et des éléments stratégiques, on finit par avoir une vision très sectorisée. Je ne suis pas sûr qu'elle soit hyper performante. Alors nous reparlons de politique en fin d'émission, mais avant cela abordons le sujet qui nous intéresse, le projet Stella Mar et cette reconnaissance du CNRS. Alors au-delà de la satisfaction personnelle, bien sûr, que ça apporte, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la poursuite du projet? Alors tout d'abord, c'est la reconnaissance de toute l'équipe de Stella Mar que je tiens absolument à associer, parce que ça fait quand même 10 ans, on est parti de zéro. Et on est arrivé aujourd'hui, 50 personnes qui travaillent, quasiment que des catégories A. Donc ça aussi, en termes de structuration du territoire et d'armature que l'on crée, ça veut dire aussi ouvrir des possibles. Donc une équipe, c'est aussi un choix de l'université stratégique à la fin des années 2000. C'est un choix, voilà. Et qui ensuite a été rejoint par le CNRS. Et c'est aussi la récompense à l'égard aussi des possibles qui s'ouvrent en Corse. Après, la Corse s'en saisit pas. Je veux dire, là aussi, il y a différents niveaux de gouvernance. Le scientifique, lui, il doit être performant. En l'occurrence, on a atteint des niveaux de performance. On en reparlera tout à l'heure. Mais si à un moment donné, il n'y a pas de résurgence de lien avec le monde économique, en l'occurrence, nous, on n'a pas de souci, puisqu'on est consubstantiel avec les pêcheurs, les ostréiculteurs, les aquaculteurs, on travaille en permanence. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas une vision globale qui ramène, grâce aux politiques, à une ampleur qui est un geste qui a une autre dimension que le seul geste de la collaboration bilatérale, on passe à côté de quelque chose. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance, bon, en dehors du fait qu'elle me satisfait pour l'ensemble que je viens de décrire, elle ouvre aussi des possibles. L'innovation, c'est un choix.
Vous avez invité sur votre plateau il y a quelque temps le représentant de l'association Corse-Israël. Israël a fait des choix. C'est des choix. Où est-ce qu'on met les moyens? On en revient au débat de tout à l'heure. Où est-ce qu'on met les moyens? Sur des choix. Et est-ce qu'en Corse, il y a cette traduction au niveau des chefs d'entreprise? Parlons pas de la politique, mais au niveau des chefs d'entreprise. Alors, moi, je vais vous dire, en charge ce que vous avez fait. Les gens avec qui on travaille, mais on travaille, ils sont consubstantiels. Stella Mar est née quand on fait un déplacement à Héraclion et on se retrouve avec Gérard Rome, il y avait même Henri Franceschi, autour d'un bassin où il y a 90 000 pagres. Et je dis à Gérard, avec mon denoi. Et on l'a fait. Ça part d'une utopie, et aujourd'hui on transforme En quoi consiste le travail de Stella Mar? J'imagine que beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas. Stella Mar, c'est une plateforme de recherche qui travaille en ingénierie écologique marine et littorale et qui a pour objectif de maîtriser la reproduction de certaines espèces pour leur valeur dans l'écosystème, c'est-à-dire des espèces qui peuvent être menacées, ou pour leur valeur économique, donc écologique, et par voie de fait patrimoniale, culturelle, sur tous les savoir-faire, sur le savoir habité, sur la relation qu'a l'homme à son littoral. Donc on est dans ce spectre-là. On a fait le choix de ne pas être une station de biologie marine, mais vraiment d'utiliser les voies et moyens et les process de l'ingénierie pour essayer de mettre la science au service de la nature. Et à partir de là, on a maîtrisé de l'économie. Et aussi de l'économie, de l'écologie, de l'économie, et je veux absolument, j'y tiens, aussi la dimension patrimoniale et sociale. Bien sûr. Parce qu'elle est capitale. Elle est capitale parce qu'on a encore en Corse une valeur d'option où on peut choisir, et ça crée un type d'homme. Je veux dire, aujourd'hui, la moitié de la population, elle est urbaine. Ces citoyens-là sont de plus en plus décorrélés à la nature. La Corse a encore cette grande chance d'avoir un environnement fabuleux et d'être en relation permanente. Nous, ce qu'on veut, c'est que, contrairement aux jeunes Maltais, par exemple, les jeunes Corses peuvent continuer à prélever des oursins, à faire des oursinades ou à vivre en tant que pêcheurs oursiniers. Des huîtres plates. Des huîtres plates, des lentilles, des corbes. On y viendra un jour. Et 50 ingénieurs hein, dans Stella Mar, ils viennent chercheurs-ingénieurs, ils viennent d'où ces chercheurs? Et quels sont leurs profils en fait? Ils viennent, alors, ce sont des gens qui sont soit docteurs pour une partie, qui sont issus pour la plupart de l'Université de Corse, mais pas que. On a ensuite des ingénieurs d'études qui ont été formés en Corse, qui sont partis et qui sont revenus parce que le projet devenait très attractif. On voit aussi une mécanique, moi, que j'aimerais bien voir décliner dans plein d'autres domaines, où les Corses qui ont une expérience à l'extérieur puissent revenir chez eux, mais avec des niveaux de qualification qui soient intéressants. Bon, ça a été un peu c'est mon fil, hein, je veux dire, de l'université, on est toujours dans le même schéma. Moi, j'y crois beaucoup. Je ne pense pas que ce soit une utopie. Je pense que c'est quelque chose qui est très réalisable et très vite. Et on a fait la démonstration en 10 ans. Vous avez eu des résultats. Alors, l'oursin violet, c'est le plus emblématique. Vous avez réussi la reproduction. Vous avez mis en place la réintroduction au milieu naturel. Est-ce que vous avez déjà mesuré les effets sur une échelle importante? Alors, aujourd'hui, on a voulu le faire dans les 4 prud'homies de Corse, parce que ce n'est pas parce qu'on est à Bégoul, on tient vraiment à être en relation avec l'ensemble des pêcheurs et l'ensemble du littoral. On a fait des expérimentations sur l'oursin violet dans les 4 prud'homies. Dans ces 4 prud'homies, on a eu des résultats très très intéressants. On a fait un suivi génétique, etc., qui nous montre que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a démarré une expérimentation, les pontes ont commencé, qui va se dérouler à Orge, dans le golfe de Saint-Florent, sur la commune de Padrimoine, sur le littoral de Padrimoine, et on va être là véritablement à une échelle importante, plusieurs centaines de mètres de linéaire côtier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je parlais des Maltais parce que j'ai reçu une Maltaise il y a quelques années qui me disait « Quand j'avais 12 ans, je me rappelais, on faisait des oursinades. » Il n'y en a plus d'oursins à Malte, mais sur tout le pourtour méditerranéen, vous avez plein de zones, y compris le littoral français, hein, plein de zones où il n'y a plus. Les oursinades géantes ont eu raison des oursins, il n'y en a plus. Donc, il y a aussi tout un pan culturel qui disparaît, en même temps que la biodiversité de cette espèce ingénieure qui est présente. Voilà. Donc, nous, sur une zone qui a été dégradée, on va, mais pas écologiquement parlant, c'est-à-dire que le milieu a une grande qualité en Corse, c'est-à-dire ça c'est très important parce qu'il y a encore des possibles. On a encore une très forte marge de manœuvre. On a la capacité aujourd'hui à recréer, par la restauration écologique, un lieu où il était interdit pour nous, quand on était gosse, de rentrer sans les chaussures aux pieds. Tellement il y avait d'oursins. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Quand on fait un transect, quand on fait une évaluation, il n'y en a plus. Donc, on va essayer de créer des inflexions pour retrouver des stocks qui soient importants. De la même façon, on a travaillé sur l'huître plate, qui n'était pas cultivée, qui est exploitée depuis la haute antiquité, hein, par les Romains. Il y a un double objectif, là, à la fois de dépollution et en même temps économique. Hein. À la fois, l'huître plate, il y en a 500 000 qui sont en train de pousser en partenariat avec les 3 ostréiculteurs de Diane.
Donc celles-là, elles sont destinées en partie à la commercialisation et en partie pour utiliser les fonctions écosystémiques de cette espèce, qui est un filtreur qui filtre à peu près 200 litres d'eau par jour, par individu, pour essayer de voir si on peut débarrasser d'éléments organiques le vieux port de Bastia. L'objectif, c'est, avec 120 000 litres, on est capable de filtrer l'intégralité de la masse d'eau du vieux port en une semaine, sans aucun apport d'énergie, juste parce qu'il y a des filtreurs dans le milieu. Et on envisage même de créer, donc si ça fonctionne, et on est en train de voir que ça fonctionne plutôt bien, on va sans doute essayer de le généraliser à d'autres ports. On commence déjà à travailler avec Saint-Florent, Ajaccio et Demandeur, etc. Donc ça veut dire qu'on peut rayonner à l'échelle au moins de la Méditerranée, au moins, parce que c'est l'huître européenne, hein, on le retrouve même dans les pays scandinaves. On a aussi la possibilité d'envisager de créer des récifs avec des micro-habitats à l'intérieur, à base d'huîtres, vivants, c'est-à-dire un peu comme des atolls, comme des coralligènes. Donc il y a des perspectives qui sont colossales. C'est-à-dire l'individu pour ce qu'il est d'un point de vue économique, mais d'un point de vue écosystémique aussi. Et ces huîtres plates seront commercialisées bientôt ? Non. Alors celle de... Non, pas celles qui servent à nettoyer le port de Bastia. Celles de Diane seront commercialisalisées, je pense, dans moins de 18 mois. Ah, et vous avez beaucoup de... J'allais dire, ou de pays... Excusez-moi, celles du vieux port de Bastia peuvent être recyclées par rapport aux coquilles. À l'aspect calcaire, il y a en faire quoi, du bitume? Il y a une réutilisation, c'est un calcaire de très bonne qualité et ça peut donner lieu à une réutilisation. Et vous parliez tout à l'heure de Malte, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui viennent vous voir pour votre expertise et est-ce que vous exportez votre expertise? Alors, pour l'instant, on a choisi de ne... Jusqu'à présent, hein, on a été sollicité par des pêcheurs. Dès que les pêcheurs ont vu qu'on avait publié dans Le Marin, par exemple, notre maîtrise de l'oursin, immédiatement, on a eu des coups de fil. Donc, on sent qu'il y a une appétence très forte. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que la Corse bénéficie, en tout premier lieu, de ces avancées. Je me bats pour la société de la connaissance, c'est aussi pour qu'elle nous protège du marché et du reste et que les Corses puissent en bénéficier. Et des projets de coopération avec d'autres pays de la Méditerranée, vous parliez tout à l'heure d'Israël. Tout à fait. Alors, on a des collaborations à plusieurs niveaux, hein, des collaborations avec d'autres universités du pourtour méditerranéen, dans le cadre de Maritimo, etc., avec même des villes comme quand Ajaccio a monté son programme Caliporti, on est intervenu, c'est pas nous qui portons, mais on intervient. Donc oui, on a des relations. Ensuite, l'Union européenne m'a demandé de faire une expertise auprès de la bioéconomie bleue. Donc cette expertise a eu lieu, elle a fait l'objet d'un vote quasi unanime. Et donc on a la possibilité aujourd'hui d'être projet pilote. À l'échelle de l'Union européenne, on est visible. Et aujourd'hui, la médaille de l'innovation, en dehors de l'aspect honorifique qui a peu d'importance, la dimension que ça ouvre, c'est que lorsqu'on arrive sur un programme européen qui a une médaille de l'innovation dans l'équipe, ça veut dire des choses. Donc ça ouvre d'autres possibles. Et c'est comme ça qu'on amorce. Exactement. Et c'est comme ça qu'on amorce une spirale virtueuse. Ce que vous avez réussi à Stella Mar et ce que vous poursuivez, vous pensez qu'il y a d'autres secteurs en Corse sur lesquels c'est tout à fait possible à faire? Je pense en particulier dans le domaine agricole. Non, alors oui, et l'université a déjà fait moi, je vais vous prendre un exemple qui est à la fois probant et qui est catastrophique. Lorsque j'étais président, j'ai réorganisé la recherche avec des projets structurants. Un des projets structurants, c'était sur les énergies renouvelables, porté sur les énergies renouvelables. On a monté Avignon, là, qui était déjà orienté sur les énergies renouvelables, mais un projet vraiment particulier sur l'hydrogène. On a fait une première européenne que j'ai inaugurée en 2011. Cette inauguration, j'ai reçu des ministres, des présidents d'exécutifs, de différentes couleurs politiques, qui nous ont soutenus financièrement. D'accord ? Ils nous ont donné les moyens de faire. L'université a rempli sa part du contrat. On a fait une centrale photovoltaïque de 550 kW crête. On a produit de l'hydrogène, on l'a réinjecté à travers une pile à combustible, on l'a stocké, etc. Une première européenne. Personne n'en a entendu parler. Demandez aux citoyens corses, mais demandez même ailleurs. Une première européenne 10 ans avant un Green Deal européen avec des centaines de milliards sur l'hydrogène aujourd'hui, 7 milliards, un des 3 piliers du développement du plan de relance français. On a eu raison trop tôt. Et résultat, aujourd'hui aujourd'hui, j'espère que l'université... Oui, c'est le projet Myrte et pas Yaorba, mais Myrte notamment pour l'hydrogène. J'espère que la Corse ne sera pas en dehors du plan de relance sur l'hydrogène en ayant fait une démonstration. C'est la double punition, c'est double peine. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'université est capable d'innovation, mais je pourrais vous prendre, même dans le domaine pédagogique, etc. Il y a vraiment des innovations qui ont été portées à maturité, mais qui ne se sont pas suivies d'effets. Donc, oui, moi je suis convaincu, pour répondre à votre question, que la Corse aujourd'hui, de par le niveau de maturité qu'a l'université, peut arriver à décloner dans un certain nombre de domaines
Ce que l'on a matérialisé hier sur Myrte, qui j'espère créera des résurgences aujourd'hui et mettra la Corse en pole position dans le domaine de l'hydrogène, ce qu'on a fait à Stella Mare, mais pas que, et pourra aussi recapitaliser ses ressources humaines, parce que c'est comme ça qu'on peut envisager et maîtriser son avenir. C'est quand on a la capacité à se projeter, à concevoir, à réaliser, à innover. Mais quand vous dites que ça n'a pas été repris et ça n'a pas été intégré dans les plans de l'État, est-ce que ce n'est pas finalement la reconnaissance scientifique qui est plus importante que la reconnaissance de l'État? Parce que si vous avez une reconnaissance scientifique, j'allais dire européenne, mondiale, etc., vous êtes naturellement impliqué. On parle de deux choses différentes. La reconnaissance scientifique, c'est une condition sine qua non. Pour moi, elle fait pas partie du sujet, elle est consubstantielle de notre démonstration. Oui, mais un label, ça peut aussi exposer, donner un prisme. C'est vrai, mais moi, ce dont je vous parle là, c'est la résurgence que peut avoir l'innovation scientifique qui est portée aujourd'hui dans plusieurs domaines par l'université en termes d'emploi, en termes d'économie, en termes de levier. Et aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Je prends l'exemple de Myrte qui est très probant, ça fait 10 ans maintenant, j'espère qu'il va y avoir un reboost. Mais aujourd'hui, Stella Mare, moi je n'ai pas à me plaindre, on a des moyens, on a des ressources humaines qualifiées. On est parti de zéro, on a 1 200 000 euros de masse salariale avec 75% qui sont cherchés sur des programmes européens, sur des fonds européens, qui sont naturels, qui arrivent dans les régions, etc. Oui, c'est possible. Par contre, il faut que le politique se nourrisse aussi d'une gouvernance qui puisse être partagée ou, puisque le mot construit maintenant est à la mode, il devient même totalement galvaudé, mais que le politique n'occupe pas tout l'espace et soit conscient qu'il n'est pas omniscient. Tant au niveau national que territorial. Mais bien sûr, comme l'universitaire ne l'est pas non plus. Mais à un moment donné, c'est une synergie d'acteurs qu'il faut arriver à créer. Alors on aborde la troisième partie de notre émission pour parler de choses plus triviales. On en revient à la politique et les territoriales. Alors chez les nationalistes, c'est la multiplication des listes. 4 dont 3 qui émaneraient de la majorité sortante. Le PNC a décidé le premier d'y aller seul. FEM a fait de même cette semaine. De moins, si l'on entend bien Jean-Félix Acquavive, on écoute. L'idée, c'est de sortir d'une vision simplement étriquée d'un rassemblement pour aller vers une vision dynamique, tout simplement. C'est une vision positiviste, je dirais, de la question du rassemblement, en prenant en compte la situation, la crise post-Covid, une crise économique et sociale sans précédent. Patrick, première question. C'est un risque calculé ou un pari hasardeux, cette division en 3 listes ? C'est un risque, hein, surtout après les propos de Jean-Félix Acquavive, cette volonté de caporalisation des troupes, ces propos qui ont fait grincer des dents dans les rangs nationalistes et qui vont laisser des traces. Alors Jean-Christophe Angelini a déjà assuré qu'il conduira une liste. C'est une première division. Reste à savoir ce que fait Corsica Libre, qui est dans une position de faiblesse aujourd'hui. On peut imaginer que certains de ses membres rejoindront la liste, peut-être pas tous, et peut-être pas Jean-Guy Talamone, qui après 28 ans, 29 ans à l'Assemblée de Corse ne serait pas sur la liste. Oui, c'est toujours risqué des primaires au premier tour parce qu'il faut recoller les morceaux. Oui, ensuite, et puis faire entrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'un litre deuxième. Et en très peu de temps. Les résultats, c'est le dimanche soir. Le mardi à midi, il faut fournir. Les nationalistes ont gagné unis. C'est parce qu'ils se sont unis à un moment donné qu'ils ont gagné, il ne faut pas oublier ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de discussions sur les programmes. Alors moi, c'est ce que je voulais un peu dire ce matin, parce qu'on n'est que dans des guerres d'ego, le patron, le décideur, celui qui va de rapport de force, ce qui est assez classique dans la façon de faire la politique. Mais j'entends pas d'idée, moi, pour l'instant, de tous les côtés. Hein. Et ça commence. L'élection va arriver rapidement. Pour rester dans le camp nationaliste, on peut comprendre aussi Gilles Simeone, qui a vécu quand même une mandature assez difficile avec beaucoup de critiques. Là, en gros, le message, c'est silence dans les rangs. Si vous voulez venir avec moi, vous venez, mais derrière moi. Quel regard vous portez sur ce scrutin, particulièrement dans le camp nationaliste, puisque vous êtes nationaliste? Bien sûr, non, je suis nationaliste, tout à fait, il n'y a pas de souci là-dessus, et je compte bien le rester. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une vision. Là, on discute un peu tambouille, c'est un peu normal aussi, hein, c'est la période qui le veut. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la vision, l'idée, la pensée, l'action. C'est les éléments fondamentaux qui sont, de mon point de vue, constitutifs, je l'espère, du futur exécutif. Sinon, il passera à côté du sujet. On vous a fait des propositions ? Oui. On a demandé à discuter avec moi. Je discute avec tous les gens. Je connais quasiment tout le monde, donc je discute avec tous ceux qui me sollicitent. Et après,
Je crois que mon orientation a été claire. Antoine Aiello, ça fait assez longtemps qu'on se connaît, ça fait assez longtemps que vous avez cette envie de vous investir en politique, hein, pour combler en quelque sorte le fossé entre le dit et où va. Et pourquoi vous n'avez jamais franchi le pas? Alors, moi j'ai fait mon choix. Vous me sentez proche de la politique. On est en permanence proche de la politique quand on occupe des fonctions. Mais vous faites à travers l'université. Moi, mon investissement, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix dans un domaine qui est bien particulier. Je pense que c'est fondamentalement politique en termes d'organisation de la cité. Maintenant, est-ce que le jeu politicien m'intéresse? Non. De ce point de vue-là, il ne m'intéresse pas. Par contre, j'attends du politique qui soit au rendez-vous. J'espère que le prochain exécutif le sera. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui, avec juste ce rappel, la bonne nouvelle de la semaine quand même, hein, c'est l'annonce de l'accession du Sporting en Ligue 2, un club qui ne ressemble à aucun autre, puisque même quand il ne joue pas, il fait des exploits. Voilà, Antoine Aiello, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Messieurs, merci à vous également. On retrouve Rivista la semaine prochaine avec Pierre-Simon Paul et le caustique Pierre-Simon Paul qui vous présentera cette émission. Bonne azère à tous.